Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Lors de l'ouverture officielle du 19e dialogue national au Mushikirano, le président de la République, Paul Kagame, a appelé les Rwandais à œuvrer pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Le gouvernement du Rwanda déplore les déclarations incendiaires et non africaines faites par le président burundais Evariste Ndayishimiye lors d'un événement à Kinshasa le 21 janvier 2024. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Paul Kagame exhorte les Rwandais à œuvrer pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Le chef de l'État a fait cette indication ce mardi à Kigali Convention Center lors de l'ouverture officielle des travaux du 19e dialogue national Mushikirano. Kassim Youssouf nous fait le point. Le président de la République, Paul Kagame, a fait remarquer qu'au cours de l'année 2024, le Rwanda s'est fixé plusieurs objectifs, surtout qu'il s'agit de l'année du trentenaire depuis l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, et a dit aux Rwandais qu'ils devraient travailler tout en y réfléchissant, car on trouve dans le fait de s'en souvenir la force de prévenir que cela ne se reproduise plus jamais. Le président Kagame a en outre fait observer que dans ces 30 années, il y a le fait que le pays change et qu'il n'est plus là où il était, et a invité les Rwandais à comprendre l'importance de la responsabilité qu'ils endossent en tant que personnes raisonnables qui consolident leur situation et consolident leur pays. Il a indiqué que pour y parvenir, il n'y a aucune raison qui devrait se placer devant eux, soulignant que les Rwandais devraient œuvrer pour ce qu'ils veulent être sans attendre l'aide de personne. Vous devez comprendre l'importance de vos responsabilités en tant que citoyens, en tant que personnes qui doivent être raisonnables, qui se construisent et consolident leur famille et consolident le pays. Pour que vous puissiez bien accomplir tout cela, primo, il n'y a aucune raison qui doit être là pour s'excuser de qui vous êtes. Pour les Rwandais, qui n'a pas appris de cette leçon qu'on lutte et qu'on fait tout pour être ce qu'on désire être et qu'il n'y a personne qui le ferait pour vous. Le président de la République a en outre fait remarquer que le parcours du Rwanda jusqu'à la destination souhaitée doit reposer sur les Rwandais eux-mêmes et que pour y parvenir, ils doivent travailler sans relâche, car le Rwanda est leur pays et non un pays d'asile. Il a souligné que malgré la petitesse et les richesses modestes dont le Rwanda dispose, les Rwandais ne sont pas un peuple insignifiant. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que nous, en tant que Rwandais, nous ne pouvons pas exister comme c'est le cas pour certains ou ce à quoi nous sommes confrontés. Nous avons des problèmes particuliers. Nous sommes un petit pays, certes. Notre économie n'est pas comme nous le souhaitons. Elle est modeste, mais il n'y a pas de personne insignifiante, à moins que vous le souhaitiez ou que vous désiriez que vous soyez ainsi. Si c'est votre souhait, ça se passe ainsi. Si vous vous substituez à un mendiant permanent, tendez votre main, mais ce que je dis, et les personnes à qui je m'adresse, je crois qu'au Rwanda, nous avons ce que nous désirons être et réalisable, comme il y a 30 années. Il a été remarqué qu'on peut sortir des abysses, comme ce fut notre cas, pour devenir des hommes. Quitter les abysses et devenir un homme, ce n'est pas du pur hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui vous l'offre, comme je le disais. Personne ne vient vous l'offrir, mais ça résulte de vos actions. Le président Kagame a en outre fait savoir que le niveau de développement que le Rwanda a atteint résulte de l'engagement des Rwandais et a indiqué qu'une rencontre telle que le Conseil national au Mushikirano est l'occasion de procéder à l'auto-évaluation et examiner le parcours réalisé en se basant sur les moyens du pays.
Il a invité les Rwandais à se dire la vérité afin de trouver des solutions aux lacunes encore observées. Le président de la République est revenu encore une fois au problème de la RDC et a souligné qu'on pointe du doigt le M23 seulement et qu'on ignore d'autres groupes armés qui déstabilisent la sécurité, dont les FDLR, qui comprend des personnes qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis. Le président Kagame a fait savoir que le Rwanda va davantage tout faire pour assurer sa sécurité et a invité les Rwandais à ne pas se faire de soucis parce que certaines personnes disent qu'ils vont faire du mal au Rwanda, surtout que souvent ils n'ont rien en eux. Le Conseil national Omushikirano rassemble plus de 1500 participants, notamment des Rwandais de l'intérieur et de l'extérieur, des représentants de pays et des organisations internationales opérant au Rwanda, des membres de la société civile et autres. Alors que le dialogue national 2024 a démarré donc ses travaux ce mardi, une consultation qui réunit toutes les forces vives du pays, ensemble avec ses dirigeants, à un moment approprié pour faire un état de lieu des différents programmes initiés par le pays pour accélérer son développement, mais aussi constater des avancées et des failles et échecs et désigner les responsables. RBA, la télévision rwandaise, a approché l'honorable ambassadeur Sengimana Joseph, expert de la politique nationale, plusieurs fois ministre, ambassadeur. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la direction du pays pour éclairer l'opinion par rapport à l'historique de cet important événement sur le plan national. Il est au micro de mon collègue Patrick Nilidandi. L'historique de le dialogue national remonte en fait aux différents partis, essentiellement le FPR Ingotani, dans sa base idéologique essentiellement, d'être là, d'être des gouvernants ou des leaders pour le peuple essentiellement, d'abord pour le peuple. Et ça a été confirmé quand le FPR a stoppé le génocide et a commencé à faire des consultations du 14 au 18 juillet 1994, juste après l'arrêt du génocide par le FPR. Les partis qui ne s'étaient pas déshonorés ou les sections des partis qui ne s'étaient pas déshonorés ont été réunis par l'OFPR pour penser ce que devait être le gouvernement qui devait être mis en place après le génocide. Et pendant ces 4 jours, on est parti. Qu'est-ce qui va faire la Constitution? Quelle loi fondamentale ce pays va être dirigé? On a décidé les accords d'Arusha, partie des accords encore applicables, la Constitution qui était en vigueur et la déclaration du FPR. Ça a été tous les représentants des partis politiques qui étaient là avec le FPR ont contribué pour faire la base, ce que l'on a appelé la loi. Comment on appelait ça? En tout cas, ça a été une symbiose, je dirais, une symbiose des éléments positifs qui ressortaient de ces 3 directions. La Constitution qui était en cours, les accords de paix d'Arusha et la déclaration du FPR. Et le 19, quand le gouvernement est mis en place, c'est essentiellement à base de cela. Mais ce qui ressort de cela, c'est la volonté unanime, la volonté, je dirais, de toutes les parties de faire en sorte que le gouvernement en place soit un gouvernement pour tous les Rwandais et essentiellement orienté à la satisfaction du peuple, de tout le peuple rwandais.
Et si on doit prendre justement, ça fait la 19e édition qui aura à partir de ce mardi. Quel bilan peut-on faire de ces différentes sessions de dialogue national depuis son début? C'est-à-dire que les idées initiales qui ont préparé la mise en place du premier gouvernement ont été plus davantage étudiées au cours des séances de réunion de Urugwiro. Et c'est à partir des conclusions de cette réunion qui s'est étendue sur pratiquement une année que les conclusions ont été envoyées dans le peuple pour que le peuple contribue. Donc, encore une fois, la volonté que le peuple participe à tous les niveaux, même à la conception, participe aux éléments qui doivent régir ce pays. Et à la fin de la consultation du peuple, on a mis en place la Constitution. Il y avait un projet, on consultait le peuple à partir de ce projet. Et la Constitution, dans la Constitution même, pour mettre en exergue que le peuple a une place fondamentale dans la direction de ce pays, on a mis justement Umushikirano et le dialogue national. Et ce dialogue national, sans plus tarder, on a commencé à le mettre en application. Et dès le premier dialogue qui a rassemblé les organes de direction, le leadership du pays, avec les représentants du peuple en provenance de tous les coins du pays, on a senti effectivement la volonté était réalisée de faire en sorte que le peuple participe à la conception du programme annuel et demande même si ce qui avait été décidé pour l'année en cours a été mis en pratique correctement. Donc ça a été une occasion de dire aux dirigeants, vous avez programmé ceci, vous l'avez programmé avec nous lors de ce dialogue, le dialogue précédent, mais nous voudrions voir comment ça a été mis en application. Donc, rendre compte. Vous savez que c'est un des principes, des trois principes fondamentaux, et l'exercice du dialogue national, en fait, met en application ce principe fondamental où le peuple demande aux dirigeants, nous avons décidé ensemble ceci, nous pensons que ceci n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et même, le cas échéant, qui a été responsable de cela, et que faut-il faire pour ce responsable qui n'a pas, qui ne sait pas, qui n'a pas rempli sa mission. Si je peux abonder peut-être la dernière question, il fallait que le pouvoir, enfin du moins les autorités, puissent rendre compte au peuple par rapport à ce qui était assigné. En quelques lignes ou à quelques mots, quels sont les grands résultats qu'on peut tirer de ces consultations, ce dialogue national, et quels sont les défis qui se posent au pays? Les grands résultats, en fait, je dirais de manière globale, c'est le développement considérable, surtout quand on sait d'où on est parti, d'où le Rwanda est parti. Le Rwanda est parti de presque dire rien, c'est moins que rien. Parce que rien, ça peut être une situation zéro. Non, le Rwanda était sous zéro. Parce que les infrastructures existantes, les infrastructures de l'État n'existaient plus à la fin du génocide. Et même les Rwandais eux-mêmes, ils étaient à peine vivants, je dirais.
Il y avait ceux qui avaient été emportés par le génocide, mais il y avait ceux qui avaient exécuté le génocide qu'il fallait absolument, parce que aller au niveau d'exécuter un ami de votre famille, un enfant, un bébé, tout au niveau moral et éthique, le pays était en dessous de ce que l'on peut attendre d'un être humain normal. Donc, si on considère ce niveau initial de manque et que l'on voit aujourd'hui, là où le Rwanda se trouve, un pays qui est la curiosité du monde finalement, un pays qui est cité dans beaucoup de rapports comme étant un des pays qui avancent le plus vite possible. Un pays où toute la population, les pauvres comme les moyens, peuvent bénéficier du système éducatif et du système de santé. Mais les pays riches de ce monde, vous ne trouvez pas des systèmes du genre. Encore une fois, pour montrer que l'objectif de faire en sorte que le peuple, les représentants du peuple, participent réellement à l'exercice du pouvoir. Parce que le Conseil le dialogue national, c'est le lieu où tout un chacun peut parler, peut présenter sa proposition, être entendu et la proposition examinée. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le gouvernement du Rwanda, dans un communiqué officiel, déplore les déclarations incendiaires et non africaines faites par le président burundais Evariste Ndayishimiye lors d'un événement à Kinshasa le 21 janvier 2024. Selon ce communiqué, le président Ndayishimiye, agissant en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité lors d'un événement annoncé sous la bannière de l'organisation continentale, a fait plusieurs allégations infondées et incendiaires visant à susciter la division parmi les Rwandais et à compromettre davantage la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Les Rwandais ont travaillé avec diligence pour renforcer l'unité et favoriser le développement du pays. Les jeunes Rwandais ont saisi cette opportunité, se l'approprient et contribuent activement à la construction d'un avenir meilleur pour eux-mêmes. Il est troublant que quelqu'un tente de saper ces progrès en appelant les jeunes Rwandais à renverser leur gouvernement, mais qu'un dirigeant d'un pays voisin le fasse à partir d'une tribune de l'Union africaine est profondément irresponsable et constitue une violation flagrante de la charte de l'Union africaine. Le Rwanda n'a aucun intérêt à créer des conflits avec ses voisins. Le communiqué continue. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires dans la région et au-delà pour favoriser la stabilité et la poursuite du développement. Et sur le même sujet, l'analyste politique et juriste Gatete Nyiringabo Ruhumuriza, au micro de RBA, a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, le Rwanda est le bouc émissaire pour couvrir les lacunes de gouvernance de leaders de certains de ses pays voisins. En fait, la meilleure chose qui puisse satisfaire les Congolais et les Burundais, serait qu'on fasse une sorte de... On se retrouve tous au stade et on fait une sorte d'auto-suicide ou etc. Ou bien qu'on devienne un pays insignifiant. Quelqu'un a volé 100 millions... Ça se passe, hein, c'est insolite qui se passe. Quelqu'un a volé 100 millions de dollars. Quelqu'un a volé l'argent de l'hôpital. Quelqu'un a volé l'argent de ceci. Qu'on devienne un chaos, ça va être une sorte de nivellement vers le bas. Ils vont se sentir satisfaits. Mais en fait, ce qu'on fait aujourd'hui leur crée un problème d'obsolescence majeur. Ils se disent, mais nous, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mais la faute n'est jamais à soi. Au lieu de se regarder, de dire, en fait, asseyons-nous ensemble, regardons ce qu'on peut faire pour améliorer notre mode de vie, ils disent, ah, mais pourquoi lui, il progresse? Pourquoi lui, il fait? Et donc, en fait, c'est un problème. C'est pour ça que je vous dis que ça va demeurer. C'est un problème qui ne va pas changer, parce qu'on ne va pas arrêter le progrès et le développement. Ils ne vont pas arrêter le chaos. Enfin, je ne vais pas être prescriptif et dire qu'ils ne vont jamais changer.
Mais ça fait 30 ans maintenant qu'ils prouvent qu'on leur fait confiance et qui nous prouvent qu'ils ne peuvent pas changer. Mais donc cette question va rester au fur et à mesure. Et Inch'Allah, comme ils disent les musulmans, les gens vont finir par comprendre que, écoute, après tout, c'est vrai que vous accusez le Rwanda de tous vos maux, mais il faut aussi faire quelque chose pour vos peuples, etc. Donc c'était des paroles en l'air, en fait. Parce qu'on en a l'habitude, ils disent ça tous les week-ends, mais il n'y a rien qui se passe. Le président actuel, Tshisekedi, lors de sa campagne électorale, a appelé la jeunesse du Rwanda à se mobiliser contre ces autorités. Le même discours a été tenu récemment par le président Ndayishimiye. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la jeunesse rwandaise qui a un problème avec ces autorités, ou bien c'est une perception de ces deux dirigeants de la région par rapport à cette situation? C'est comme un sorcier qui vit dans une petite cabane en boue, qui demande aux gens de venir chercher la richesse chez lui. Est-ce que la jeunesse rwandaise, si la jeunesse rwandaise voit son mode de vie, mais la jeunesse rwandaise déjà, elle a déjà dépassé ce stade de bassesse en fait. La jeunesse rwandaise, elle est occupée à étudier l'informatique, la technologie, elle est en train de faire du business. La semaine prochaine, on va aller aux États-Unis pour Rwanda Day, pour voir notre jeunesse de la diaspora qui sont dans les universités, qui sont à Silicon Valley, qui sont à trucs, etc. Ils n'ont pas le temps d'écouter un type qui s'assoit dans un trou pour prier pour les patates, ou qui met une grosse pierre sur la tête, ou des bêtises comme ça. En fait, la jeunesse rwandaise, à part certains d'entre nous, enfin je suis même plus jeune, mais qui suivent la politique, mais la plupart des jeunes rwandais s'en foutent. La grande édition continue. Cette fois-ci, l'invité de cette édition, c'est Yannick Nyonzima, fondateur de ITK Youth Organization, pour nous parler du festival ITK. Il est organisé cette semaine ici à Kigali. Des artistes en provenance de plusieurs pays africains vont se rassembler du 24 au 27 janvier au programme des spectacles, des expositions d'art, des ateliers d'échange, le tout dans le but de promouvoir la culture panafricaine. Yannick, bienvenue à la grande édition. Merci David. Oui, alors la première question, c'est le festival ITK. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous en parler? Le festival ITK, c'est une célébration annuelle qui réunit des communautés diverses, des artistes, des amateurs, pour mettre en valeur la diversité culturelle de l'Afrique. De l'Afrique, et il y aura plusieurs pays qui vont participer cette année, encore plus que l'année dernière, n'est-ce pas? Oui, cette édition, c'est la deuxième édition, et il y aura beaucoup des artistes, de différents artistes locaux, et aussi d'autres artistes basés ici au Rwanda, de communautés différentes. De différentes communautés. Alors, ce sera du 24 au 27 janvier. Ce sera au Centre culturel francophone et aussi au Camp Kigali. Camp Kigali pour la grande finale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités qui sont au programme? Oui, le festival comprend diverses activités, notamment les performances. Et il y aura aussi des expositions, il y aura aussi des ateliers de discussion autour de l'art, comme outil pour l'humanité. Et il y aura aussi la mode, et tout, donc de différentes activités. Différentes activités. Alors, pour finir, quel est l'objectif que vous voulez atteindre ou le message que vous voulez transmettre à travers ce festival annuel? Oui, ce festival, normalement, a pour but de promouvoir l'unité, la cohésion sociale, l'humanité, aussi la culture africaine. Parce que c'est un festival qui est inspiré par la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Donc, c'est un festival qui réunit beaucoup de communautés diverses. Merci beaucoup Yannick d'avoir pris part à cette grande édition. Merci beaucoup David. Oui, et bonne chance pour cet événement. Le festival ITK, donc, ce sera du 24 au 27. Ici à Kigali, plus de détails sur les réseaux sociaux, Festival ITK.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.